À Bruxelles, comme dans beaucoup de grandes villes, il y a toujours des familles ou des enfants dans des situations défavorisées. Et ma théorie est que la manière la plus efficace pour intégrer ces enfants, c'est l'éducation. Aujourd'hui, on a presque 2000 alumni. Notre vision, c'est que dans 30 ans, on doit avoir au moins 10 000 alumni. Par exemple, à Bruxelles, ça veut dire 10 000 familles, leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, leurs amis. C'est pour ça que je dis à tout le monde qui habite à Bruxelles, je dis toujours la même chose. Il faut investir dans Tada parce que c'est pour vous aussi. Créer une meilleure société avec plus de paix, tolérance et un meilleur futur pour tout le monde. Moi, je ne connais pas le private equity de très proche, mais en fait, quand tu expliques ça, pour moi, c'est quand même très similaire de ce que j'entends de beaucoup plus loin. C'est que même cet écosystème, c'est incroyable à Tada de pouvoir compter sur des consultants, sur des avocats, sur des auditeurs, vraiment d'une très haute qualité, qui peuvent nous aider au fur et à mesure quand on a des questions très spécifiques, mais aussi sur des questionnements beaucoup plus larges. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont on profite quand même beaucoup. Ils ne se seraient peut-être jamais croisés, et pourtant. D'un côté, des entrepreneurs, des dirigeants, des familles, décidés à donner plus de sens à leur réussite. De l'autre, des femmes et des hommes qui portent des projets d'intérêt général avec conviction et passion. C'est de leur rencontre que naît Voices for Philanthropy. Un podcast qui explore la philanthropie au-delà des chiffres et des apparences. Où l'on découvre des motivations profondes, des doutes parfois, et des instants de bascule. Des rencontres transformatrices. Un podcast porté par Rothschild & Co. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour un épisode qui va mettre en valeur une association qui s'appelle Tada, avec Peter De Witt qui dirige cette association, et Gert Deuk, qui est Managing Partner de chez CVC Capital Investment, une des 5 plus grandes au monde aujourd'hui. Gert, Peter, voilà, je suis ravie de vous accueillir. Je te laisse la parole, Gert, pour te présenter rapidement, et puis ensuite on passera à Peter, qui nous présentera également Tada. Oui, merci Anne-Sophie, mais tu as presque déjà dit tout. Tu as dit mon nom, Gert Deuk, et je suis originaire de Courtrai. J'ai vécu en Belgique pendant 22 ans, parce que je suis vite parti à New York. Et après, j'ai passé beaucoup de temps à Singapour et je suis retourné en Belgique où j'ai commencé à travailler dans l'investment banking. Et depuis 30 ans maintenant, je travaille chez CVC. Je dirais que CVC, c'est une boîte d'entrepreneurs. On supporte les équipes de management pour faire des investissements. Et on est partout, on est présent partout dans le monde. Et voilà. Et je vais retourner sur ce point plus tard, mais pour moi, les métriques du private equity, on peut bien les utiliser dans la modern philanthropy. Ok, merci beaucoup. Peter, voilà, alors parle-nous de toi et de Tada. Je suis Peter, tout à fait. Je suis le CEO de Tada. J'ai commencé à Tada il y a presque 10 ans. Avant, j'avais une expérience d'à peu près 10 ans dans la consultance, où j'ai travaillé un peu partout dans le monde. Et voilà, j'ai par hasard le projet, voilà, Tada, j'ai croisé ça. Et voilà, je trouvais ça merveilleux. Et donc voilà, là, j'ai décidé de complètement changer ma carrière. Et donc, c'est pour ça que je me dédie maintenant à Tada. Tada, c'est quoi? Bon, en général, à Tada, nous luttons contre les inégalités éducationnelles et nous proposons des programmes éducatifs, mais qui sont durables et de haute qualité. Et voilà, ce qu'on veut vraiment faire, c'est permettre aux jeunes en situation défavorisée de trouver leur place dans la société. Et en fait, ce qu'on essaye de faire par ça, c'est vraiment d'activer le plus de personnes, d'organisations possibles, des individus, des entreprises, d'autres associations, pour vraiment prendre leur responsabilité, même si c'est juste une petite chose, pour que ces jeunes peuvent avoir un futur qui est complètement différent du futur qu'ils auraient sans Tada. Maintenant, plus spécifiquement, ce qu'on fait à Tada, notre base, c'est le travail en atelier. Notre base, c'est aussi de commencer avec des jeunes qui ont 10 ans. Et donc, ce qu'on fait, c'est des ateliers interactifs où ce sont des professionnels. Et donc, ça peut être des avocats, des médecins, mais aussi des mécaniciens, des artistes
qui viennent en fait par biais des ateliers interactifs un peu montrer ce qu'ils font de jour à jour durant la semaine. Ouais. Tada, en fait, ce sont des ateliers du week-end, c'est ça la spécificité, c'est que vous accueillez des enfants, vous touchez je crois 2500 enfants. Tout à fait. À Bruxelles, aujourd'hui c'est à Bruxelles, et un peu également ailleurs en Belgique, ça démarre, mais ça tu expliqueras plus largement. Et donc ce sont des ateliers qui ont lieu le samedi, et ces élèves s'engagent pendant 3 ans à venir tous les samedis à l'école de 10h à 15h environ pour avoir un éveil sur des sujets et des métiers qu'ils ne connaissent pas nécessairement. Et donc c'est là que jouent les professionnels qui viennent présenter ces sujets. Est-ce que, et ça on pourra revenir un petit peu sur notamment tous les métiers que vous présentez et comment ces ateliers prennent forme. Merci beaucoup. Gert, aujourd'hui vous êtes là tous les deux pour parler du lien entre l'entrepreneuriat et la philanthropie. Comment c'est né chez toi cette volonté d'accompagner la philanthropie, et puis également comment tu as rencontré Tada et qu'est-ce qui a été l'étincelle de cette rencontre? D'abord, moi j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, des chances dans ma vie. J'ai pu étudier grâce à une bourse et puis j'ai eu d'autres chances en ayant croisé des gens qui m'ont donné des chances. Et en fait, je me suis toujours dit, je dois essayer de rendre le plus possible à la société, à des enfants, parce que pour moi, c'est une obligation morale ou naturelle de rendre. Et moi, j'ai toujours dit, le plus que tu donnes, le plus que tu reçois. Pas en termes d'argent, mais en termes d'énergie, de chance, etc. Et il y a 12 ans, quand j'ai rencontré une personne qui est rentrée dans mon bureau et qui disait j'ai cette idée de commencer Tada, mais le nom on a créé après, mais j'ai envie de faire ça. Là, immédiatement, je me suis dit waouh, c'est top ça, c'est une idée fantastique. On a commencé avec 2 classes de 30 élèves. Et aujourd'hui, on a 30 classes avec 30 élèves. On est presque à 1000 jeunes chaque week-end. Et ce qui m'a, à travers ces 12 ans, ce qui m'a aussi inspiré, c'est que ce que j'ai appris dans le private equity, c'est que Tada, c'est une forme de modern philanthropy. Tada a aussi un business plan, Tada a une vision, Tada chaque année, on se met ensemble avec le board pour valider les chiffres, les KPI. On tient à l'œil le cash parce qu'on a besoin du cash pour avoir une équipe. Et en fait, il y a beaucoup de similarités et il y a beaucoup de know-how qu'on peut mettre en œuvre dans Tada. Une autre réflexion, c'est que à Bruxelles, comme dans beaucoup de grandes villes, il y a toujours des familles ou des enfants dans des situations défavorisées. Et ma théorie est que la manière la plus efficace pour intégrer ces gens ou ces enfants, c'est l'éducation. Et avec ces enfants qui s'intègrent beaucoup mieux dans la société, il y aura, à mon avis, plus de chaleur dans la ville, plus de moments positifs dans cette société. Aujourd'hui, on a presque 2000 alumni. Notre vision, c'est que dans 30 ans, on a calculé pendant lunch, on doit avoir au moins 10 000 alumni. Mais 10 000 alumni, par exemple à Bruxelles, ça veut dire 10 000 familles, leurs enfants, leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, leurs amis. Et ça doit créer un momentum invraisemblable. Ça veut dire une intégration de tous ces enfants ou toutes ces personnes qui n'ont peut-être, s'ils n'avaient pas fait Tada, leur parcours serait beaucoup différent. Et c'est pour ça que je dis à tout le monde qui habite à Bruxelles, je dis toujours la même chose. Il faut investir dans Tada parce que c'est pour vous aussi. C'est pas juste pour nous, mais c'est aussi pour vous. Créer une meilleure société avec
avec plus de paix, tolérance et un meilleur futur pour tout le monde. Oui, alors ça, c'est vrai qu'on a eu la chance, nous, on travaille avec Tada à la banque depuis maintenant 8 ans, et on voit ces enfants grandir d'année en année, et outre, bien sûr, l'ouverture sur tous les métiers auxquels vous leur donnez accès, c'est aussi toutes les soft skills, la confiance en eux, qui est incroyable, et c'est vrai que c'est phénoménal. On a quelques exemples, enfin, on en parlera, mais quelques exemples vraiment impressionnants de ce qu'a fait Tada pour ces jeunes. Bon, Gert, je crois que tu m'avais raconté ta première rencontre avec Sophie Foots, qui était venue, qui est avec beaucoup de détermination pour essayer de te convaincre. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu as ressenti quand elle t'a présenté son projet ? Oui, ça fait 12-13 ans, mais je me rappelle encore très bien qu'elle est rentrée dans mon bureau avec beaucoup d'énergie. C'est une femme très forte. Et quand elle m'a expliqué l'idée, là, j'étais épaté et j'étais immédiatement convaincu que c'était une formule fantastique. Et là, immédiatement, je lui ai dit, OK, on y va, mais je dois d'abord, en interne, motiver les équipes en termes d'engagement financier. Mais ça, c'était fait en 1 ou 2 semaines. Alors, Sophie a vécu pendant 1 an chez nous dans un des bureaux et on a commencé avec les 2 classes. Mais ce qui était important et que Sophie a immédiatement accepté, c'est que on voulait la soutenir pas seulement avec des sous, mais c'était clair qu'on était là pour le long terme et que on voulait aussi donner du temps, de l'intelligence, comment on exécute un plan comme ça, pas seulement financièrement, mais aussi ressources humaines, etc., etc. Et c'était clair aussi, elle était preneur aussi de créer un board, un conseil d'administration avec des gens qui pouvaient aussi aider avec leurs networks, leurs contacts, etc., etc. Et ce qui était très intéressant aussi, c'était d'avoir réussi à inclure tout l'écosystème de CVC Capital Partners dans ce projet. Enfin, je sais que vous avez eu des exemples de personnes qui vous ont suivi et qui ont aussi donné du temps ou de l'argent. Oui, comme Peter l'a dit, on a commencé avec 2 classes, maintenant on est à 30 classes, maintenant il y a 60 personnes qui travaillent dans l'équipe. Et quand on a commencé, la nécessité d'argent était pas aussi grande qu'aujourd'hui. Et au fur et à mesure, on a convaincu, inspiré nos partenaires dans l'écosystème de CVC, avocats, consultants, audit firms, d'aider à ce projet, mais en leur inspirant, en leur montrant que ce qu'on pouvait faire à Bruxelles est réalisé. Et beaucoup de leurs équipes aussi donnent cours les samedis. Et font du pro bono aussi, en donnant du temps de consultance. Ouais. Et ça, c'est la force de Tada, c'est que tout le monde à Bruxelles est impliqué. Il y a le Big Family Office aussi à Bruxelles. Et c'est ça qui a fait partie du succès. Et là, moi, je ne connais pas la private equity de très proche, mais en fait, quand tu expliques ça, pour moi, c'est quand même très similaire de ce que j'entends de beaucoup plus loin. C'est quand même cet écosystème, et à Tada, moi, personnellement, c'est assez incroyable à Tada de pouvoir compter sur des consultants, sur des avocats, sur des auditeurs qui quand même vraiment d'une très haute qualité, qui peuvent nous aider, au fur et à mesure, quand on a des questions très spécifiques, mais aussi sur des questionnements beaucoup plus larges. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, dont on profite quand même beaucoup. Je suis sûre que ça peut inspirer beaucoup d'autres personnes qui travaillent dans le monde du private equity et qui verront tout l'intérêt de soutenir de tels projets. Alors Peter, peut-être que pour réexpliquer exactement comment vous sélectionnez ces jeunes, sur quels critères, comment est-ce que vous les accompagnez dans la durée, au-delà même des 3 ans du cursus de Tada, et puis si tu as des exemples aussi à nous donner de choses marquantes, ça serait chouette. Nous travaillons donc à Bruxelles, nous avons 5 lieux qu'on appelle des antennes, où on fait nos activités, et donc c'est là où on présente le projet en 5e primaire, donc c'est des jeunes de 10 ans, et on leur demande, est-ce que ça vous intéresse de venir à Tada ou pas? Et bon, on choisit des écoles où on croit quand même qu'il y a le plus de jeunes qui le méritent, comme on le dit, donc le plus de jeunes
qui sont quand même en situation fragilisés. Et donc, en gros, là, on sélectionne les jeunes. Comme je disais, on a 10 classes qui commencent par an, à peu près avec 30 enfants, comme les dit Geert. Là, on commence l'année vraiment. Et donc, on sélectionne vraiment les jeunes, comme je disais, qui le méritent le plus. Et là, on commence et on leur demande de venir les 3 années d'affilée, comme tu l'avais évoqué. Le week-end, donc c'est un vrai engagement. Tout à fait, chaque samedi. C'est pas toujours très facile. C'est pour ça qu'on garde contact avec les parents. C'est pour ça qu'on fait des visites à domicile chez les jeunes et ainsi de suite. Mais l'idée, c'est que alors là, ils découvrent tout type de métier. Donc, ça peut être dans le droit, la médecine, mais comme je disais, art et autres. Et en fait, chaque sujet, c'est 3-4 samedis d'affilée où il y a donc des personnes, des professionnels qui viennent, qui expliquent par des ateliers très interactifs ce qu'ils font. Le dernier samedi, c'est toujours une excursion. Donc, par exemple, pour le droit, alors on va au tribunal. Pour journalisme, on va au studio de la télé, ou qui sait peut-être un studio comme ici. Et donc voilà. Maintenant, après que ces 3 ans ont terminé, pour moi, en fait, si on demande aux jeunes qu'est-ce que vous voulez devenir plus tard, ma réponse préférée, c'est qu'ils disent tout. Parce que l'idée, c'est vraiment pas qu'ils en sortent avec l'idée « je veux devenir docteur » ou « je veux devenir avocat ». L'idée, c'est vraiment qu'ils sont inspirés, qu'ils sont motivés pour continuer à étudier. Et bon, ils vont bien pouvoir choisir plus tard parce qu'on a beaucoup de jeunes qui quand même choisissent sur base des choses des personnes qu'ils ont rencontrées à TADA, sur base des expériences qu'ils ont eues à TADA. Mais ça, c'est souvent quelque chose qui leur vient à l'esprit quand ils ont 17, 18 ans, qui disent « mais en fait, en regardant les photos, c'est là où je me sentais vraiment en forme. Donc là, je vais choisir pour le droit, par exemple. » Ça a été évoqué pour vous deux. Les alumni reviennent les samedis à aider, être un rôle modèle, mais même plus tard, ils reviennent encore beaucoup plus. Bon, on a 2 alumni qui maintenant travaillent chez nous comme vraiment des collègues qui sont responsables d'une classe, qui sont en contact avec les familles, qui organisent les cours, qui sont en contact avec les intervenants. Et pour moi, ça, ce n'est que le début. J'espère qu'un jour, je le dis souvent, mais qu'un jour, il y aura un alumnus ou alumna qui sera ici à ma place pour faire un podcast ensemble avec vous. Ouais. Génial. Et pour ajouter, Anne-Sophie, en fait, on donne ces jeunes la chance de rencontrer des role models. Surtout quand ils ont 12, à partir de 12 ans. Parce que quand ils auront 17, 18 ans, parfois c'est trop tard. Et en fait, on leur donne la possibilité pendant 3 ans de rencontrer chaque week-end des role models et aussi la possibilité d'avoir un rêve. Et pour ces enfants qui parfois vivent dans des circonstances pas faciles, avoir ce rêve, waouh, il y a aussi un chemin pour moi, etc. Quand cette pépite est plantée à 12 ou 13 ans, là, à mon avis, on n'aura peut-être jamais la preuve scientifique, et on doit parler encore du measurement qu'on fait pour mesurer aussi. Ça, c'est important. Mais l'impact, ça, c'est très important. L'âge et leur donner le rêve et la rencontre avec les role models. Oui. Et aussi, ce que j'ai constaté, c'est tout ce qui est soft skills, c'est leur apprendre à s'exprimer en public, leur apprendre les codes entre eux pour justement parler chacun à leur tour, laisser la parole, enfin, tout ce qui est nécessaire en entreprise et qui respecte très bien, très jeune. J'étais étonnée de voir des enfants si jeunes, justement, avoir l'habitude et aussi de donner du feedback, puisque à la fin, les intervenants reçoivent du feedback de chacun des élèves de la classe. Et ça, c'est vraiment un moment que je trouve... Et la classe reçoit du feedback des intervenants. Mais c'est vrai que c'est très, très sympa. En tout cas, nous, je sais que toutes les équipes de la banque qui ont participé, ils ont trouvé que c'était exceptionnel en termes d'expérience et ils étaient tous tout à fait bluffés par vraiment... Et dernier point aussi, c'est bien de donner une fois un grand événement, un week-end. Ici, c'est 40 week-ends pendant 3 ans, de 10 à 15 heures, le samedi. C'est pas juste une fois, c'est repetition. Et ça c'est la force de TADA et avec l'équipe de Peter, avec 60 personnes, c'est d'être consistant sur le terrain. Consistance, la qualité chaque samedi. Être sûr que les coachs arrivent à temps, qu'ils savent où ils doivent aller. Quelques de ces coachs, ils n'ont jamais été à Molenbeek, ils ont peur que leur voiture va être, etc. Et tout ça, pendant 40 semaines, et ça marche comme
comme une... comment est-ce qu'on dit ça? Ouais, comme un métronome. Mais, exactement. Voilà. Mais oui, surtout, ça apprend aussi la rigueur aux jeunes. Ils doivent arriver à l'heure, ils doivent être là tous les samedis. Ouais. C'est vrai que c'est une vraie école de la vie pour leur future vie professionnelle. Gert, tu t'es engagée auprès de Tada. Comment est-ce que ça s'est matérialisé? Est-ce que c'était personnellement, en famille, avec la société? Comme j'ai dit, il y avait Sophie qui est rentrée dans mon bureau à CVC. Sophie qui était la fondatrice, Sophie Foot, la fondatrice de Tada. Exactement. Et avec une grande ambition, etc. Et du début, j'ai dit, OK, on a un charity fund chez CVC. Je vais soumettre. Immédiatement, on a eu le support. Mais et alors CVC est resté toujours le donateur ou le fund. Oui, le funding partner. Le funding partner, parmi d'autres, naturellement. Et au fur et à mesure du temps, moi, j'ai commencé aussi à donner remettre, du temps et investir beaucoup de temps, mais aussi de l'argent. Et j'ai mon épouse qui fait un peu la même chose en Indonésie, où elle a créé une école hôtelière à Sumba. Mais c'est un peu, c'est vraiment, ça nous donne beaucoup d'énergie d'investir dans des jeunes. Alors la Sumba, ça aussi, c'est Sumba Hospitality Foundation, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est vraiment une école d'hospitality, de permaculture, de bien-être, voilà, qui a été créée par Inge, l'épouse de Gert, et on pourra faire un podcast sur, parce que c'est vraiment aussi un modèle très très inspirant. Donc merci beaucoup. Et alors ce que je voulais savoir, c'est dans tes équipes, justement, comment est-ce que tu as relayé ça au sein de CVC? Est-ce que beaucoup de personnes de CVC se sont investies personnellement en mentorat, en pro bono chez Tada? Ah non, si. Chaque équipe à CVC a ses propres projets. Chez nous à Bruxelles, il y a Maxime qui fait aussi beaucoup de boulot. Il est aussi au conseil. Mais chaque équipe à CVC worldwide, en Asie, aux États-Unis, en Europe, il y a pas mal d'équipes. Ils ont tous leur propre projet. Donc c'est sur un mode très entrepreneurial. Oui. Okay. Il y a même eu un alumnus qui a fait un stage chez CVC aussi, par exemple. Génial. Voilà, un bel exemple de concrétisation. Peter, est-ce que tu as des anecdotes ou des choses que tu voudrais partager avec nos auditeurs? Allez, les choses auxquelles je peux penser, ce sont peut-être des détails, mais en fait, ça me fait penser à une entreprise avec laquelle on travaille, et il y a des alumni qui ont appliqué là, et ils croient qu'ils ont une politique de recrutement qui est très neutre, très objectif, qui est d'avoir magna cum laude, c'est d'avoir fait du bénévolat, c'est d'avoir eu des expériences à l'étranger, et ainsi de suite. Mais en fait, c'est très neutre, mais c'est très neutre pour des personnes comme moi, mais pas pour des personnes qui sont en situation, défavorisée, parce que, en fait, là, d'avoir ce genre de résultats, c'est très difficile. Parce que il y a beaucoup de contraintes, même si c'est juste prendre soin des frères et des sœurs, mais de devoir gagner de l'argent aussi. Donc ça c'est peut-être dans la négativité où je me rends compte, les contraintes où je me rends vraiment compte que c'est quelque chose qui me frappe toujours, qui est et qui me donne toujours envie de dire mais en fait je sais pourquoi je le fais. Et à la fois, il y a des histoires hyper positives, évidemment. On a un jeune qui est maintenant manager chez Tesla, qui a une équipe de 100 personnes en dessous de lui. On a des alumni qui ont créé leur propre ASBL sur l'hygiène des femmes, mais aussi une chorale. Et donc, en gros, l'énergie qu'ont ces jeunes-là et en fait, la gratitude, si on dit ça comme ça, envers la société aussi, on voit quand même qu'on a beaucoup qui veulent rendre à la société. Super. Et alors, dans tes rêves de développement de Tada, il y a déjà d'autres projets, des nouveaux projets qui dépassent le cadre de Bruxelles, mais quels seraient-ils et quels sont les défis aujourd'hui et pour les 5 prochaines années? Des défis, ce sont des défis ou des opportunités, je dirais peut-être des opportunités plutôt. En fait, ce qu'on voit, c'est que notre modèle, et peut-être, je vais d'abord parler de l'impact alors, c'est que notre modèle fonctionne. Donc, on a eu quand même une étude indépendante qui a été faite sur notre modèle, et on voit que, je vais résumer très brièvement, mais qu'il y a beaucoup moins de redoublement et beaucoup moins de décrochage scolaire chez les jeunes avec lesquels on travaille, c'est qu'il y a un impact et en fait sur la société. Et ça a été calculé comme 1,20 € pour Tada, c'est 20 € juste des frais directs, donc impôts et tout ça pour le gouvernement, pour la société. Et donc en fait ça c'est une chose, et on voit quand même que
le système éducationnel est quand même dans une... il y a beaucoup de défis. Hein. Dans une impasse parfois. Voilà. Et donc, en gros, là, on voit vraiment des opportunités pour pouvoir dire, OK, mais les ateliers qu'on a, comment est-ce qu'on peut rapprocher ça au système traditionnel, hein, donc pas les week-ends, mais durant la semaine. Et donc, on travaillait ensemble vraiment avec des écoles, avec des instituteurs, des institutrices. Et donc là, on a commencé un projet, comme tu l'évoques, en dehors de Bruxelles, donc à Leuven. Et là, on voit vraiment des effets, des impacts qu'on n'avait pas pensé, hein, sur les profs qui découvrent des talents chez les jeunes qui n'auraient jamais pensé, mais qui ne sortent pas dans le cadre traditionnel. Des jeunes qui apprennent beaucoup plus vite certains concepts. Si c'est un architecte qui doit expliquer pour les maths le concept d'échelle, ça va beaucoup plus facilement, ça va beaucoup plus vite et en fait beaucoup mieux. Et donc là, en fait, on croit vraiment que c'est un modèle qu'on peut vraiment porter beaucoup plus loin qu'on le fait maintenant. Ouais. Oui, parce que c'est le learning by doing. C'est vrai que chez Tada, ce sont que des ateliers où vous invitez les entreprises partenaires à imaginer avec vos équipes des jeux de rôle et qui leur permettent de comprendre mieux les métiers desquels ils viennent parler. Ouais. Et Gert, est-ce que je peux te demander aussi, toi, quelle serait ta vision à 5-10 ans de Tada et qu'est-ce que des chefs d'entreprise comme toi pourraient faire pour encore donner plus de voix à un projet comme Tada? Idéalement, Tada existera encore dans 50 ans ou 100 ans. Idéalement, une grande partie des alumni sont très reconnaissants des chances qu'ils ont reçues. Idéalement, une grande partie d'eux essaye de rendre quelque chose, ou bien en termes d'argent, ou bien en termes d'énergie et de temps. Et ça peut réduire significativement le cost, le coût, parce que 60 personnes, c'est quand même un coût qu'on doit financer chaque année. Mais le plus important, c'est que dans 30 ou 50 ans, on verra que l'impact de Tada sur la société sera vraiment visible. Et ça, pas seulement en termes d'impact indirect pour le gouvernement, en termes de funding cost, etc., mais vraiment en termes de la qualité de vie dans une grande ville, la paix, la tolérance. Je suis peut-être un peu naïf ici, mais moi j'y crois parce que c'est la meilleure manière pour intégrer tout le monde. Et quand quelqu'un te parle dans ta propre langue et il a un job et il se sent à l'aise, etc., immédiatement, il y a un lien et tout va beaucoup plus facilement. Mais je suis sûr que Tada va exister dans 30 à 50 ans. On a créé un endowment fund, comme dans les grandes universités. En partenariat avec la Fondation Robenois. Exactement. Et le but, c'est que on invite déjà des familles aujourd'hui qui ne veulent pas tout donner à leurs enfants, de donner quelque chose à ce endowment fund pour aider d'autres enfants. Parce que parfois, les enfants reçoivent beaucoup trop dans le cadre d'une succession. Et pourquoi pas donner un peu aussi pour faire croître des enfants qui sont dans des situations défavorisées. Super. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres Tada? Donc, Tada a été inspiré, je pense, d'un business model qui était hollandais. Est-ce qu'il y a des perspectives que ça se développe ailleurs? Comment ça pourrait se faire? Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir ça, notamment en France, typiquement, ça n'existe pas. Et ça serait, quand je vois l'impact que ça a sur le développement de la confiance des jeunes, et d'ailleurs, ça pourrait même être au-delà des jeunes précarisés, de tous les jeunes en général, qu'est-ce qui serait possible Mais c'est vraiment une pensée. Bon, en fait, on en parlait, comme je disais, durant le lunch. On a commencé en 2012-2013. Là, c'était vraiment le focus sur la croissance de l'organisation. On a eu Covid et ça a quand même pris quelques années pour récupérer de ça. Et maintenant, c'est où on regarde vraiment en avant. Et là, on voit vraiment que notre produit, je dirais, les ateliers,
mais on peut quand même aller au-delà de là. C'est aussi quand même une certaine rigueur de travailler sur les opérations, récolte de fonds et tout ça. Et voilà, notre idée ou notre espoir, c'est quand même d'inspirer d'autres. Mais on croit vraiment dans un modèle et qui, je crois, que Geert le dit souvent, quand même similaire à CVC, où d'un côté, il y a quand même un cadre pas rigide, mais quand même très clair, qui est très organisé, mais à la fois quand même une liberté et un ownership local. Et donc donc si demain quelqu'un dit je vais faire la même chose à Paris, cette personne sera très 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 bienvenue de nous contacter pour dire ok, comment est-ce qu'on pourrait faire ça ensemble. En fait, chaque grande ville devrait avoir ça. Ouais, c'est un no-brainer. Il faut juste quelqu'un qui est motivé comme Peter pour tirer tout ça de jour en jour, parce que c'est quand même, ça nécessite beaucoup d'énergie. D'abord, nous, on a une équipe maintenant de 60 jeunes universitaires qui mettent tout, qui organisent tout avec les coachs, etc., qui vont visiter les familles des enfants, etc. C'est un job assez... En plus, les cours sont pendant le samedi. Alors, il faut une équipe, il faut Peter, il faut un CEO, et puis il faut aussi quelques gens inspirés qui disent « Ok, on y croit et on met un peu d'argent sur la table parce qu'on y croit vraiment pour le futur, pour la société. » Et c'est l'argent que sinon, c'est quelque chose... très proche, l'impact est très proche, on peut le voir, on peut voir les jeunes et qu'est-ce qui est le meilleur return que voir des jeunes qui réussissent dans la vie. Ça, c'est structurel en fait, c'est ça. Mais il faut trouver les trois et en fait c'est pas si difficile que ça. Il faut trouver une personne qui dit je me lance, je donne de l'argent et on y va avec 2 classes de 30 et après il y a plein d'autres gens qui sont inspirés et qui disent est-ce qu'on peut aussi participer et naturellement il faut un peu de cash parce qu'il faut payer les gens qui organisent tout ça, mais à la fois aujourd'hui il faut être réaliste aussi. Et quand on voit le levier que tu mentionnais de 1 investi à 20 économisé pour la société, c'est clair que c'est aussi c'est très parlant sur l'impact que peut avoir une telle initiative. La meilleure manière pour tous ceux qui écoutent maintenant ce podcast, la meilleure manière de se convaincre, c'est d'aller un jour et pour participer à une classe comme ça. Et là, on est vendu. Ah oui, alors ça je peux témoigner. Nous, on l'a fait beaucoup à Bruxelles et en fait des équipes de Paris et d'autres pays du groupe ont décidé de faire ça comme un team building et d'aller à Bruxelles donner une journée à Tada. Et en fait, ils ont trouvé ça exceptionnel et ils recommencent avec beaucoup de joie. Et je pense que les équipes et les entreprises qui participent à ces initiatives retirent autant que les jeunes que vous conseillez. C'est vraiment un grand bravo et un grand merci à tous les deux. D'autant plus que c'était Geert, tu m'as dit que c'était la première fois que tu faisais un podcast et que tous les deux, vos 2 langues, vos 2 premières langues ne sont pas le français, donc c'est d'autant plus exceptionnel. Merci beaucoup. Et j'espère qu'en tous les cas, ça sera très inspirant et que beaucoup d'entre vous pourront rejoindre l'initiative, soit à travers des dons comme tu l'as mentionné, soit en donnant du temps. Et il y a je dirais, tous les métiers sont les bienvenus chez Tada, puisque ces jeunes, ils ont envie de découvrir le plus largement possible. Je ne sais pas si, Peter, tu voulais, s'il y avait quelque chose pour conclure ou quelque chose que tu voulais dire à nos auditeurs, un message. D'abord, grand merci pour cette occasion. Pour moi aussi, c'était la première fois, donc merci beaucoup. Mais en fait, le message que moi j'ai, en fait, mais ça c'est plutôt en général, c'est en fait, et Geert l'a déjà mentionné, je crois que, dans ce qu'on fait, le plus important, c'est de faire, c'est d'essayer, et c'est de croire que quelqu'un d'autre va résoudre la situation. Je crois que tout le monde a son rôle à jouer, et à la fois, tout le monde peut jouer aussi un rôle. Et ça, je crois vraiment, peu importe dans quelle situation on est, je crois que tout le monde peut apporter sa pierre. Et voilà, bon, ça c'est peut-être... et donc, toujours très bienvenue, donc plus spécifiquement, de venir en intervenant, de soutenir financièrement. Et même s'il y a d'autres idées, ou encore si on veut aller plus loin, n'hésitez pas de me contacter. De toute façon, on mettra toute l'information sur les réseaux
Merci beaucoup à tous les deux et puis longue vie à Tada et qu'il y ait beaucoup de réplications qui puissent avoir lieu dans d'autres villes du monde. Merci. Merci. Merci Gert. Merci Peter. Merci.